the kind of order that will come out of this, that is frightening. I only get frightened when, and it happens very rarely, I think I have an idea. That is, what people find isn't frightening, but the understanding of it sometimes has this quality. I remember a man who was my teacher in Göttingen, he's in Chicago now, James Franck. He said, the only way I can tell whether my thoughts are really have some weight to them is the sense of terror when I think of something new. There is no mystery. There is no mystery. There is no mystery. There is no mystery. Batman was a bomb dropped on Nagasaki, Japan, August 9, 1945. The Trinity Site device was of this type, but minus the fins. What, how many people did they kill? Something like 70,000 in Hiroshima, 40 or 50,000 in Nagasaki. That's a big bomb. That was the direct effect. Oh, that's that's huger than that one. They dropped that bomb out of the sky. That one, that was the one that was dropped on Nagasaki. That one was dropped on what? That one over there hasn't been dropped. It's still here. If it was dropped, it wouldn't be here. What are they going to drop that one on? They aren't. They aren't. Why? Because they don't have a desire to kill 40,000 people anymore. They don't? How come? Hopefully not. How come? Oh boy. That's a really good question. That's a good question. Enrico Fermi was my grandfather. Enrico Fermi, mon grand-père, était l'un des scientifiques qui ont contribué à la fabrication de la bombe atomique. En 1938, le prix Nobel est venu récompenser son travail sur les neutrons. À cause du climat politique qui régnait à l'époque, et parce que ma grand-mère venait d'une famille juive, mes grands-parents ont décidé qu'après la remise du Nobel, ils poursuivraient leur route jusqu'aux États-Unis. Ils y sont arrivés en 1938. Les gens disaient alors que la bombe atomique n'était plus du domaine de l'impossible. Ce serait une bombe dotée d'une formidable capacité de destruction. On raconte même qu'un jour, Enrico, en regardant les rues de New York depuis la fenêtre de son bureau, à l'université de Columbia, a déclaré en joignant les mains « Une bombe pas plus grande que ça et tout disparaît ». 1933. Adolf Hitler prend le pouvoir. Il va plonger l'Europe dans l'enfer. Un par un, les plus grands savants européens émigrent aux États-Unis. Ils laissent derrière eux famille et amis, dont plusieurs vont mourir parce qu'ils sont juifs. Ces scientifiques, eux, vont participer à une expérience unique, le projet Manhattan. Ils ont emporté avec eux un terrible secret. Ils savent comment, à partir du plus petit élément de l'univers, le noyau atomique, déclencher la plus puissante des énergies. L'un de mes meilleurs amis, le Hongrois Léo Szilard, un homme brillant de 10 ans mon aîné, me parlait depuis des années de l'énergie et des armes nucléaires comme d'une chose possible. Je ne trouvais pas ces propos inintéressants, mais moi j'étais un théoricien,
un pur théoricien. J'accordais peu d'attention aux choses pratiques et encore moins aux armes. Puis au printemps 1940, au moment même où Hitler envahissait la Belgique et la Hollande, une conférence panaméricaine eut lieu à Washington où j'enseignais alors. Roosevelt devait prononcer un discours. Je n'avais aucune envie d'écouter des discours politiques, mais l'invasion avait commencé 2 jours auparavant, et voici ce que dit Roosevelt. Il ne faut que quelques heures pour traverser l'Atlantique en avion. Les événements qui se déroulent là-bas nous concernent tous. Vous, les scientifiques, on vous reproche de créer les instruments de la destruction. Vous êtes pacifiste, moi aussi. Mais écoutez-moi bien, si vous ne fabriquez pas d'armes dès aujourd'hui, c'en est fait de la liberté. J'ai regardé ma montre, il avait parlé 20 minutes. J'avais l'étrange impression qu'il s'était adressé à moi parce que j'étais en compagnie d'Einstein quand celui-ci lui avait envoyé la lettre lui conseillant de s'intéresser à la bombe atomique. Sur les 2000 personnes présentes ce jour-là, seul le président et moi-même savions qu'il pouvait déjà posséder la bombe atomique. J'ai pris la décision de m'y consacrer, je ne l'ai jamais regretté. Szilard discussed with Dr. Einstein in the summer of 1939 the results of their findings and stressed the urgent need for action by the U.S. government. Conscious of the disaster which would inevitably follow if Nazi Germany should be the first to succeed in releasing atomic energy, Dr. Einstein decided to write a personal letter to the president. The letter was immediately brought to the attention of the president. J'étais maître assistant à Tübingen. Mais lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, j'ai perdu mon poste. C'était la guerre. En adoptant la citoyenneté américaine, j'avais promis de ne plus faire allégeance à mon ancien potentat. Tel fut le terme employé. C'était la guerre, donc une guerre abominable. Peu m'importait que la bombe puisse être utilisée contre l'Allemagne. Taking all the pictures. Ah, here you are again. The family had a background of being Quakers. Je venais d'une famille de Quakers et de pacifistes. It was difficult for me. Ce ne fut pas facile pour moi de m'impliquer sur ce projet. J'avais beau me dire pacifiste, allais-je rester inactif, sans rien faire, devant la chute de la France, celle de l'Angleterre? Allais-je me contenter d'assister en simple spectateur à la montée en puissance d'Hitler et de l'Allemagne?
Non, je me suis alors mis à travailler sur un projet de radar. D'autres physiciens sont venus me trouver pour me dire que ce projet de radar était bon pour les ingénieurs, que je gâchais mes connaissances et que la présence d'un physicien serait beaucoup plus utile dans le cadre de l'étude sur la fission dans les réacteurs, employés comme source d'énergie. Ainsi, curieusement, parce qu'on se servait d'un radar pour tuer des gens, abattre des avions, et que l'autre projet ne concernait que des sources d'énergie et qu'il n'était pas encore question de bombes, je crus que la chose la plus pacifique que je puisse faire était de travailler sur le projet de l'uranium. Cela montre combien on peut se tromper. Voilà comment je me suis impliqué. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Après Pearl Harbor, les États-Unis entrent en guerre, bien décidés à se venger de l'humiliation subie. Roosevelt ordonne de tout mettre en œuvre pour construire la bombe atomique. Nom de code du programme, Manhattan. Nommé en septembre 1942, le général Leslie Groves devient le maître d'œuvre absolu du projet. Doté de moyens illimités, il n'a de compte à rendre qu'au président, qui lui a donné carte blanche. Une de ses toutes premières décisions est de nommer Robert Oppenheimer, directeur scientifique du programme. Oppenheimer, professeur à Berkeley, plus qu'un scientifique est un intellectuel, ouvert sur le monde. Son seul défaut, ses liens notoires avec des militants communistes. Personne dans l'armée ne veut de lui à la tête d'un programme aussi sensible. Seul le général Groves accepte de prendre le risque et impose Oppenheimer contre son propre état-major. La nomination d'Oppenheimer au poste de directeur a surpris tout le monde. Tout d'abord, c'était un théoricien. Et d'habitude, on demandait plutôt au directeur d'avoir une expérience pratique. Il vivait dans le monde des idées. Il n'avait aucune expérience administrative. Ce n'était pas un choix évident et c'était tout à l'honneur de Groves, qui a eu l'imagination de déceler en Oppenheimer la capacité de diriger le laboratoire. Groves n'avait qu'une idée en tête. Il fallait que le travail soit bien fait. Et s'il lui fallait outrepasser les avis du département de sécurité à propos des tendances gauchistes d'Oppenheimer, il était prêt à le faire. Il savait ce qu'il en coûtait pour que le projet de la bombe soit mené à bien. C'est à Berkeley que j'ai rencontré Oppenheimer pour la première fois. C'était l'un de mes professeurs, mais je le connaissais de réputation. Je le voyais parfois à des conférences, des réunions. Je ne l'aimais pas dans ce rôle. Je le trouvais arrogant. Il avait l'air de mépriser son monde. Il me paraissait un peu cruel dans ses relations avec les gens. Les deux hommes étaient aux antipodes l'un de l'autre. Le général Groves était un homme robuste et autoritaire.
Et Oppenheimer, plutôt svelte et persuasif. Ils ne se ressemblaient pas du tout. D'après ce qu'on m'a dit, Oppenheimer avait du mal à s'entendre avec le général. Malgré tout, je trouve qu'en fin de compte, à eux deux, ils ont réalisé un travail extraordinaire. Le général Grove n'avait pas un caractère facile, mais il fallait sans doute un homme de sa trempe pour faire aboutir un projet d'une telle ampleur. Et il fallait une grande force de persuasion comme celle d'Oppenheimer pour inciter les scientifiques à travailler tous ensemble et à accomplir cette chose que tous nous voulions. En quelques mois, à Oak Ridge dans le Tennessee et à Hanford dans l'État de Washington, le général Groves fait construire 2 des complexes industriels les plus importants du monde. Les pyramides en une nuit. Coût total du programme, 2 milliards de dollars. Plus de 100 000 personnes y sont employées. Seule une poignée d'entre eux connaît la nature du projet Manhattan. Produire, atome par atome, gramme par gramme, le plutonium et l'uranium enrichi. 2 combustibles différents pour 2 types de bombes différentes dont personne n'est sûr qu'elles fonctionneront. Début 44. Des quantités infimes de combustible nucléaire sont acheminées dans un endroit qui ne figure sur aucune carte, Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Nous sommes arrivés à Los Alamos en janvier 1944 par une belle journée d'hiver. Nous étions loin de tout. Stan n'était pas directement concerné par l'aspect technique. C'était un théoricien, un mathématicien. Il n'était rien censé me dire, mais il me raconta malgré tout qu'il travaillait sur une arme nouvelle, dont le principe était la fission de l'atome et que c'était un concept révolutionnaire aux frontières de la science. Bien sûr, Hopi venait souvent à Chicago et ma femme avait été la secrétaire du directeur du projet, un homme du nom de Dawn, qui avait travaillé pour Phillips Petroleum. Il fit donc la connaissance de Beverly. Bref, je suis arrivé à Los Alamos un dimanche après-midi. Je me dirigeais vers le logement qu'on nous avait attribué lorsque je me suis retrouvé nez à nez avec Hopi. Il m'a regardé et moi je me suis senti frétiller comme un petit chien devant son maître. Je lui ai dit bonjour et tout ce qu'il a trouvé à me répondre c'est « Où est Beverly ?» C'est là que j'ai eu la nette impression qu'il m'avait fait venir parce qu'en réalité c'était elle qu'il voulait à ses côtés. See what time does? That's what time does. Just wait and it'll happen to you young people. That's all. If you're lucky. If you're lucky, you're If you don't- 75 and Yeah, if you still don't- alive. Right, that's a big deal. Whoops. Okay. All done. Disgusting. I was the secretary. J'étais secrétaire. J'ai travaillé dans le bureau d'Hopi un certain temps. Was very good at handling Il savait comment s'y people. prendre avec les gens. He could, be Il so se montrait toujours sweet très to all courtois the avec les foreign personnalités dignitaries étrangères et les and militaires de army people who passage. came into the office. It was almost C'était à peine croyable. He was Il a faisait un ace to diplomate match, hors pair et un excellent as well as being a physicien. good physicist. General Le Groves général was there Groves quite était often, souvent là. and he and Il Hoppy s'entendait got très along bien fine. avec Hopi. J'ignore ce I don't qu'ils know what pensaient they l'un might de have l'autre thought of each lorsqu'ils other n'étaient when pas they were ensemble, apart, but mais ils avaient they l'air de seemed se to understand comprendre. each other. Je connaissais assez bien Oppenheimer. Ce n'était pas quelqu'un de simple. Il était doué d'une vivacité d'esprit exceptionnelle, comme j'en ai rarement vu. Il cernait immédiatement les problèmes qu'on lui soumettait et faisait toujours une remarque pertinente. C'est pour cette raison qu'on l'a nommé
directeur du laboratoire de Los Alamos. Il s'informait de tout ce qui se passait, qu'il s'agisse de physique théorique, de physique expérimentale, de chimie, d'ingénierie, du test des armes à feu ou des explosifs. Il s'informait de tout et avait une opinion sur tout. C'était un directeur exceptionnel. Notre travail était du plus haut intérêt. Nous explorions des domaines vierges. Il nous fallait être rapide et réussir du premier coup si nous voulions utiliser la bombe pendant la guerre. Oppenheimer fut le meilleur directeur que j'ai jamais vu. Je n'ai aucun doute là-dessus. À Los Alamos, on essayait de faire la bombe A. Édouard, lui, s'intéressait davantage à la bombe H. C'était sa conception à lui d'une arme thermonucléaire. Finalement, Hopi a permis à Édouard de suivre sa voie comme il l'entendait et de constituer un petit groupe de théoriciens qui ont travaillé sur la bombe H. Dès lors, il en a voulu à Oppenheimer. À mon avis, il y avait là une large part de jalousie, d'ambition personnelle. On n'avait pas une vie facile, on travaillait dur, mais il y avait aussi des moments de détente. C'était un si beau pays, tout était à explorer. Les montagnes quand il faisait beau le dimanche, le ski, les randonnées à cheval, à la recherche d'objets indiens dans les cavernes. C'était une vie captivante, on ne s'ennuyait jamais. Les jeunes gens qui se fréquentaient à l'époque se mariaient dans la maison de Dorothy McKibben. On se recevait beaucoup, on s'invitait constamment à dîner. L'alcool coulait à flot, tout le monde flirtait. Il n'y avait pas que les célibataires. Quand on buvait un verre ou deux de trop, il se passait pas mal de petites histoires. Et on parlait d'un jeu où on passerait d'un lit à l'autre. Il va sans dire que le groupe était passablement éclectique. Mais Hopi faisait en sorte que l'égalité règne. Nous étions invités à des soirées, nous nous amusions beaucoup. Les distinctions de classe n'existaient pas. On ne sentait pas de différence entre les prix Nobel, les étudiants et les nouvelles recrues, ce que j'étais à l'époque. Tout le monde était si jeune. Les familles grandissaient à vue d'œil, les naissances se multipliaient. Mais Los Alamos était un lieu tellement secret qu'il ne figurait même pas sur les cartes. De sorte qu'on écrivait sur les certificats de naissance « Boîte postale 1663 à Santa Fe ». Ma fille est née, boîte postale 1663. Le fils de Beta aussi. Ça ne plaisait pas du tout au général, qui estimait que les scientifiques avaient d'autres choses à faire que des bébés. À la mi-juillet 1945, après 2 ans de travail, les scientifiques de Los Alamos parviennent à concevoir et assembler 2 bombes atomiques. Fat Man, la bombe au plutonium, et Little Boy, la bombe à uranium. 2 voies différentes, 2 chances de réussir. Fat Man sera testé dans le désert du Nouveau-Mexique, Little Boy, quelque part ailleurs. Oppenheimer, le visionnaire, baptise le premier test Trinité. Je faisais toujours le même cauchemar. Je grimpais le long de l'échelle glissante, haute de plus de 30 mètres, et je tombais. Je me réveillais en hurlant.
Cette nuit-là, quand je suis sorti, ça a été encore pire à cause de la pluie et des éclairs. À l'idée de me retrouver tout en haut de cette tour pour regarder la bombe, j'imaginais tout un tas de choses plus horribles les unes que les autres. Nous sommes restés les derniers, on s'affairait à armer la bombe, à installer tous les dispositifs qui se déclencheraient en bon ordre. En bavardant, nous nous demandions si tous ces éclairs qui éclataient autour de nous ne risquaient pas de déclencher la bombe par erreur. Non, sans doute pas, quelles que soient les circonstances. Nous étions d'accord, mais nous avions quand même bien du mal à nous en convaincre. 2 minutes to go. Stretched out on the sand, tensely expectant, were General Groves, Dr. Bush, and Dr. Conant. In the control shack was Dr. J.R. Oppenheimer, who, assisted by Dr. I. Rabi and others, had directed the making of the bomb itself. The automatic controls got it now. Rob, this time the stakes are really high. It's going to work all right, Robert. And I'm sure we'll never be sorry for it. Well, in 40 seconds, we'll know. Minus 30 seconds. Minus 20 seconds. Minus 10 seconds. Minus 5 seconds. Now! Get one in the food. Mike Papa Brown, Mike Papa Davis. Your kegs too, all right. You go here. Yeah. We're going to be partially convoys. Monty took the store. Mike Papa's Brown. All right, we'll do that then. Okie dokie. He's not going to tell me April Fool. Hope not. Okay. Oh my gosh, look how big it is. Look, if one blew up down there. It's changed history. We're into the atomic age now. Oh, Lord, yes. And changed it for better or worse, do you think? Le ciel était clair comme en plein jour, et pourtant il faisait complètement nuit. Le soleil n'était pas encore levé. Personne ne savait ce qui se passait, mais tout le monde en parlait. On n'avait pas la moindre idée de ce qui arrivait. J'étais à El Paso. Nous avions pour voisin un agent du FBI qui travaillait à Los Alamos. Par la suite, nous avons découvert qu'il était là uniquement pour vérifier s'il n'y avait pas de fuite. Il savait, mais bien sûr, il n'a rien dit à personne. Il n'y a pas eu un seul bruit. Le ciel était lumineux, on aurait dit que c'était la fin du monde. Ça s'est passé comme ça. L'essai a été remis à plus tard à cause des orages qui éclataient dans la région. Puis, on nous a envoyé le signal, 5 minutes avant le lancement. Tout le monde s'est allongé par terre, le visage tourné vers l'explosion. On nous avait donné des verres de soudeur de 8 cm sur 5 pour nous protéger les yeux et ne pas être aveuglés par l'explosion.
Mais moi, au bout de 5 minutes, j'avais le bras lourd. Alors, j'ai posé le morceau de verre l'espace de quelques secondes, et c'est bien sûr à ce moment-là que la bombe a éclaté. J'ai été complètement aveuglé. La première chose que je remarquais, c'était les montagnes qui diminuaient à vue d'œil. Le phénomène se produisait là, devant nous, devant les montagnes. Elles avaient l'air minuscules à côté de ce merveilleux phénomène naturel, non, ce phénomène surnaturel. Et ça continuait de toutes les couleurs, partout, des tourbillons qui montaient, qui s'élevaient. Je me suis rendu compte à ce moment-là de la formidable puissance qui s'en dégageait. J'ai réalisé qu'au bout de 4 à 5 années de travail, ça marchait. J'ai eu peur, très peur. Je crois que tout le monde a eu peur. Cela se produisait à une échelle telle. Nous nous y attendions. Malgré tout, ce fut une vision effrayante. Bien entendu, tout le monde connaissait Ken Bainbridge, qui avait la responsabilité de l'essai de Trinity. Son expression est restée célèbre. À partir de maintenant, nous sommes tous des fils de pute. Avant qu'on ne la voie, c'était abstrait. On y croyait, mais c'était comme de croire en une religion. Il faut attendre de mourir pour... Je veux parler des conséquences. Voyez-vous, c'est un peu ce qui s'est passé. Je suis devenu croyant comme ça. Mon travail de physicien s'achevait. Mais tout cela n'avait plus d'importance. Ce qui nous restait à faire à présent, c'était de nous demander quelles seraient les conséquences de cette formidable force de la nature. Lorsque le test Trinité est couronné de succès, les Alliés ont déjà gagné la guerre en Europe. Entre 50 et 80 millions de morts. Mais en Chine, dans le sud-est asiatique et dans le Pacifique, les Japonais ne désarment pas. Les Américains découvrent un ennemi qui, le plus souvent, préfère la mort à la reddition. Les militaires américains ont un plan pour envahir le Japon, en octobre 1945. Ils estiment leurs pertes à 500 000 hommes. Nous nous sommes demandé, Hopi et moi, s'il fallait utiliser la bombe contre le Japon. À notre avis, il le fallait, indiscutablement. Lors de nos conversations, Hopi et moi qualifions la bombe d'arme psychologique. J'ignore pourquoi, mais nous étions sûrs et certains qu'elle mettrait fin à la guerre. Il nous semblait que les effets psychologiques d'une démonstration n'auraient absolument pas la même force qu'une utilisation réelle. Au moment de la chute d'Hitler, quelques personnes, dont Szilard, firent circuler une pétition à Chicago. N'ouvrons pas l'ère atomique par une explosion cruelle. Faisons-leur une démonstration. Cela suffira peut-être à persuader les Japonais de se rendre. Cette idée me plaisait. J'allais trouver Oppenheimer. Il s'y opposait catégoriquement. Vous me demandez ce que j'en pense aujourd'hui. Je pense que nous aurions dû essayer de faire une démonstration. Nous savions que si nous lancions une bombe atomique de nuit, 10 km au-dessus de la baie de Tokyo, le ciel s'illuminerait, le tonnerre n'aurait jamais grondé aussi fort et il n'y aurait pas une seule victime. L'empereur aurait vu l'explosion. À la fin, après Hiroshima, c'est lui qui s'est prononcé pour l'arrêt de la guerre.
En fait, nous disposions seulement de 2 bombes. Je ne sais pas comment il s'y serait pris pour faire une démonstration, installer des gradins et envoyer des cartons d'invitation. Pour moi, tout cela n'avait aucun sens. Pendant toutes ces années, notre seul désir était d'en terminer avec la guerre aussi rapidement que possible, de sauver des vies humaines chez les Américains et chez les Chinois, chez tous nos alliés. Franchement, je crois que rien d'autre ne nous importait. Il fallait faire cesser la guerre. On m'a dit qu'il avait été question de ne pas utiliser la bombe, mais je n'étais pas au courant. Nous étions à l'étranger. Notre objectif était d'utiliser la bombe dès qu'elle serait prête. L'unité du colonel Tibbets s'était chargée de préparer le lancement en Europe ou au Japon dès qu'elle serait prête. Dès qu'elle fut prête, Harry Truman prit la décision qui s'imposait et je l'en remercie. Il y en a eu des controverses. Les gens d'aujourd'hui, les historiens, les révisionnistes, qui disent que de toute façon le débarquement n'aurait pas été si terrible que ça. On n'aurait perdu que 63 000 Américains. Moi, je ne voulais pas perdre une seule vie américaine, alors que déjà, du côté chinois, les victimes s'élevaient à 25 000 par semaine. Je ne comprends pas tous ces gens, je n'ai jamais pu. Ils se trompaient complètement. Île de Tinian, août 1945. Harold Agnew porte le noyau de plutonium de Fat Man, la bombe de Nagasaki. L'île de Tinian, au milieu du Pacifique, à 2000 km du Japon, est la base de départ de la bombe. Par sa taille et sa forme, cette île ressemble à s'y méprendre, à celle de Manhattan. Le colonel Paul Tibbets, considéré comme le meilleur pilote des États-Unis, est désigné pour transporter et lâcher l'arme atomique. L'objectif de Little Boy, la première bombe à uranium, est le Japon. Tibbets a surnommé son B-29 Enola Gay, à la mémoire de sa mère. Sa destination, Hiroshima. À Tinian, nous avions un petit groupe chargé de mesurer l'ampleur de l'explosion à Hiroshima et Nagasaki. Quand le bombardier a largué la bombe, nous avons réglé les appareils de mesure en attendant le signal. Puis, lorsque les appareils ont évalué le souffle de l'explosion, nous l'avons enregistré. La durée et l'amplitude de l'explosion, tout ça, nous l'avons filmé. Je me suis simplement dit, génial, elle a explosé pour de bon. Dans mes notes, je lis, génial, elle a explosé pour de bon, la bombe a explosé. Mon seul souci était de rentrer sain et sauf. Je n'avais pas de pensée philosophique. On me demande, vous êtes-vous rendu compte des conséquences? Vous êtes-vous inquiété de l'avenir du monde? À ce moment-là, non. Tout ce qui me préoccupait, c'était de rentrer sain et sauf à bon port. « 6 août 1945, 8h15. Harold Agnew filme ces images avec sa caméra amateur. Hiroshima, 200 000 morts. When I had flown this airplane away from the point of explosion of that weapon and we got the shock wave, turned around and came back, as I looked out the front here, I could hardly believe what I saw. What had been the city down there was nothing but a black boiling pallor of, I called it tar, but it was smoke, debris, dust, and everything. It was bubbling, it was just boiling.
At that particular time, I was a young man. I was embroiled in this thing. I was brought into it, not by my will. I keep telling everybody, I didn't start that war. And I have to add this, I have no regrets of doing what I did at that particular time. And I've never lost a night's sleep over it, and I've talked to men in my outfit, and every one of them reiterate that same feeling. « 9 août 1945, 11h02, Nagasaki. 140 000 morts. 5 jours plus tard, le Japon capitule. Hoppy asked me, did I have any thoughts about it? Hoppy m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai répondu qu'à mon avis, il ne fallait pas l'utiliser contre le Japon. Je croyais qu'il ne fallait pas agir sous le coup de la colère. J'en étais malade. Quand j'ai su que la bombe avait été lancée sur Hiroshima, j'ai eu une réaction viscérale. Je ne me rappelle même plus si j'ai vomi. Je crois que oui, j'étais malade. J'ai dû partir et m'asseoir. Tout le monde fêtait ça, et moi, j'avais honte de ne pas être de la fête. Ces 2 bombes atomiques venaient après 3 années d'une guerre impitoyable, pendant laquelle on s'était efforcé de chaque côté de faire le plus de mal possible à son adversaire. Les Japonais d'abord, nous ensuite. En fait, cette unique attaque à la bombe atomique n'a pas causé plus de dégâts que les raids classiques avec des bombes incendiaires sur Tokyo. Ma conclusion, c'est que Hiroshima et Nagasaki ont payé un lourd tribut. Mais pour le Japon dans son ensemble, ces bombes ont plutôt représenté une chance. Sinon, nous aurions continué nos bombardements, provoquant à chaque fois la mort de 50 000, voire 100 000 personnes. The body of Christ, the bread of heaven. The body of Christ, the bread of heaven. The body of Christ, the bread of heaven. We invite any of you who are baptized and would like to participate in the sacrament. Nous étions là-bas quand c'est arrivé, mais on ne nous a rien dit du tout. Quand ils ont bombardé Nagasaki et Hiroshima, ils nous ont tous rassemblés, tous les ouvriers. Ils ont arrêté le travail et ils nous ont expliqué qu'ils venaient de bombarder 2 villes japonaises, Nagasaki et Hiroshima, et que les résultats étaient excellents. Seulement, j'ai parlé à Oppenheimer qui m'a dit que la seule chose qui les tracassait, c'est qu'il ne savait pas comment arrêter tout ça. Oppenheimer était un chic type, un mec bien. Je ne l'ai jamais regretté. J'ai trop de copains qui y ont laissé leur peau. Je n'ai pas de regrets. J'étais content que nous l'ayons fait, que nous ayons arrêté la guerre. Nous avons sauvé 1 million de vies grâce à la bombe atomique. Je ne le regrette vraiment pas. You have graciously accepted us as living members of your Son, our Savior, Jesus Christ,
Nuclear bomb against Japan can be justified at this time? Who can answer that? Like I say, it was a tragedy, and whether lives were lost, whether lives were saved, some lives were saved, others were lost. But yes, it was wrong, but maybe it was right too. There was a sense in which it was right to end the war. But you can't take an event like that that's so catastrophic and say whether it was right or wrong. Yeah, thank you very much. I'm glad to have met you. How long are you going to be in Albuquerque? Oh, just 1 or 2 days. Yeah. Well, I hope you have some time to see something else other than Trinity Site. Yeah, there's a lot around here. We love it. At the end of the war, we were heroes. À la fin de la guerre, nous étions les héros. Et maintenant, nous sommes les méchants. C'est aussi bien. Peut-être, mais en fin de compte, la bombe a rendu un service inestimable. Elle a rendu la guerre impossible entre les grandes puissances. Elle a mis un terme à la guerre mondiale, car, de toute évidence, elles étaient devenues suicidaires. Elle pouvait détruire le monde, oui, et elle le peut encore. Les gens, il leur faut des ennemis, alors ils s'arment de nouveau. C'est toujours une possibilité. Il faut continuer à lutter avec autant de conviction qu'au lendemain de Trinity. « 1949. L'Union soviétique teste sa première bombe atomique. 1952. Soviétiques et Américains développent la Super, la bombe à hydrogène, 500 fois la puissance de celle d'Hiroshima. « 1954. Les États-Unis sont en pleine guerre froide. Les plus grandes villes américaines se préparent à survivre à une attaque nucléaire soviétique. C'est l'apogée de la paranoïa d'un certain McCarthy. Then the sirens wail sends New York's inhabitants, all of them, to shelter. The hour is a surprise, but New Yorkers know what to do. Après la guerre, Robert Oppenheimer est un héros national et l'un des conseillers militaires les plus influents du gouvernement. Il est en faveur d'un contrôle international des armes nucléaires et recommande le dialogue avec les soviétiques. Il s'oppose au projet de bombe H, mis au point par Edward Teller, considérant qu'elle n'a aucune valeur militaire et n'est qu'un instrument de génocide. Oppenheimer se fait alors des ennemis très puissants. Affidavits to the effect that he had been a member of the party, that he had recommended communists for work in the A-bomb, H-bomb plants. A lot of close relatives, of course, communists. That doesn't make him a communist. But his wife, admittedly, was the wife of an official of the Communist Party. Brother, a very active communist. Au printemps 54, le président Eisenhower donne l'ordre d'instruire secrètement le procès Oppenheimer, afin de déterminer s'il peut conserver son poste de conseiller du gouvernement. Son passé d'homme de gauche le rattrape. Le héros national est alors considéré comme un traître, pire, comme un espion à la solde du KGB. Oppenheimer est un homme fini. Il ne sera plus jamais autorisé à travailler pour son pays. Edward Teller, le père de la bombe H, anticommuniste convaincu, est le seul scientifique à témoigner contre Oppenheimer. Par la suite, il devient le conseiller attitré de la plupart des présidents américains. C'est alors que Soviétiques et Américains se lancent dans une course nucléaire sans fin. À l'origine de cette escalade, une lumière aveuglante dans le désert, une fraction de seconde, nommée Trinité.
On m'a demandé sans détour s'il fallait le disculper. Du point de vue de la loyauté, oui, sans aucun doute. Du point de vue de la sagesse, je ne me prononcerai pas. Une bien triste histoire, une tragédie. Oppenheimer a fait du bon travail pendant la guerre. C'est indiscutable. Il avait été communiste. Je pense sincèrement qu'il n'était pas un traître et qu'il méritait notre confiance. Je n'étais pas d'accord avec lui. Je trouvais qu'il donnait de mauvais conseils. Mais il ne fallait pas en faire une question de sécurité. Nous y avons donné trop d'importance. La position d'Oppenheimer, d'un côté, utiliser la bombe, de l'autre, interrompre tous les travaux axés sur l'énergie nucléaire, y compris la bombe à hydrogène, cette position était pour moi une erreur. J'étais furieux, comme tous mes amis, lorsqu'Edward Teller a choisi d'apporter un témoignage équivoque, laissant entendre qu'il n'était pas sûr d'Oppenheimer. Pour moi, cette attitude équivaut à un coup de poignard dans le dos, surtout quand la victime est déjà à terre. Quand on lui a demandé si Robert représentait une menace pour la sécurité, il a répondu qu'il se sentirait plus en sécurité si Hoppy n'était pas un conseiller, en jouant sur les mots, vous voyez. Sa réponse indiquait qu'il était en désaccord avec lui d'un point de vue politique, ce qui est sans rapport avec les questions de sécurité. Mais elle a produit une impression accablante. Cela, nous ne lui pardonnons pas. Je me rappelle Christie, qui a refusé de lui serrer la main. Ça a été la réaction de la plupart des physiciens. J'ai vécu cela comme un déshonneur. Moi-même, je me suis senti déshonoré. Le pays était déshonoré par l'attitude envers Oppenheimer, un véritable héros. D'habitude, on glorifie les héros. Oppenheimer, lui, a été déshonoré. C'était la crucifixion d'un homme qui avait joué un rôle vraiment essentiel. Qui sait, sans Oppenheimer, la façon dont il dirigeait le laboratoire pendant la guerre fut extraordinaire. Il coordonnait tout, c'était clair. On éprouvait un sentiment de dégoût à voir tout le pays, certains fonctionnaires et bureaucrates se retourner contre lui. On a toujours soupçonné Teller d'avoir joué un rôle là-dedans, car il en voulait énormément à Oppenheimer. Ils ont violé son passé. Ils se sont emparés de son passé gauchiste et ont eu peur quand ils ont commencé à voir en lui un espion russe. Ils l'ont détruit. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."
wonderful zone.